ce regard de travers. Moi, j'aime bien l'idée de changer le point de vue. Et souvent, en changeant un tout petit peu le point de vue, comme on le fait en 3D finalement, on voit autre chose. Mais dans le monde aussi, parfois, en prenant peut-être un peu de distance, par exemple, cette question du changement de point de vue, elle est très importante chez vous. Oui, c'est un changement de point de vue, mais quelquefois aussi, c'est remettre en cause des choses qui sont là depuis des siècles et de se dire, mais pourquoi c'est comme ça? Je vais citer un exemple parce que c'est compliqué en fait de comprendre ce que je veux dire par là. J'ai toujours refusé de dessiner au départ des fauteuils avec des accoudoirs parce que je trouvais que c'était... alors il y en a chez les gens en 95, 80, je ne sais pas, tout le monde a un fauteuil ou un canapé à la maison. Et moi, je trouvais que déjà le canapé prenait trop de place à la maison. On peut pas. Voilà, c'est en fait un objet qui a été dévoyé parce qu'on a mis la télé devant. Donc c'était en fait un salon, mais maintenant ça devient voilà, un lieu pour regarder la télé. Et donc voilà. Et donc je me dis, est-ce qu'on mérite en fait cet objet à la maison? Et au départ, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, c'est pas le bon objet, il ne faut pas que je dessine. Alors, c'est un peu bizarre, hein, mais... Et puis, je me suis rapidement, je me suis rapidement aperçue que, par exemple, les accoudoirs étaient là pour marquer la différence entre celui qui avait le pouvoir et celui qui n'avait pas le pouvoir. Et je me suis dit, voilà, c'est ça qui me gênait, en fait. En fait, c'est même pas bon non plus pour la position du corps, en fait, quand on veut vraiment se relâcher. On nous dit de mettre les mains le long du corps et de ne pas les avoir comme ça, contraintes. Vous voyez. Donc, en fait, Donc, en fait, j'ai des espèces d'intuitions comme ça, de remise en cause et de dire, voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Et en fait, il s'avère que souvent, en lisant un peu ou en regardant un petit peu l'historique des choses, je m'aperçois que ce n'est pas des choses qui sont évidentes, en fait. C'est des choses qui nous ont été un peu imposées et qui ne sont pas naturelles. Et donc, j'essaye de retirer un peu toute cette couche superficielle pour revenir à des choses beaucoup plus naturelles et beaucoup plus fluides par rapport à notre fonctionnement d'humain. Et on reviendra d'ailleurs certainement plus tard aussi sur cette question de votre relation au pouvoir, ou plutôt de votre refus du pouvoir. Et on pourrait aussi évoquer votre refus des normes, avec cette démarche singulière, d'essayer comme vous l'avez dit, un petit peu de déstandardiser plutôt que de standardiser, quoi. Oui, tout à fait, parce qu'on est dans un monde qui est trop spécialisé, en fait. Il faut avoir un regard général pour comprendre les choses, et de plus en plus, le monde se complexifie énormément. Et donc, on fait appel à plein d'experts, mais qui ont du mal, justement, puisqu'ils ont ces expertises, à prendre en fait du recul et avoir une vision générale. Or, c'est la vision générale qu'il nous faut aujourd'hui, surtout que là, il faut qu'on recule un petit peu pour pouvoir de nouveau se réorienter. Donc, vous voyez, donc c'est pas quelqu'un qui a le nez sur le guidon qui va pouvoir d'un seul coup braquer complètement sur la droite ou sur la gauche. Et c'est vraiment plutôt l'idée de ralentir et d'avoir une appréhension générale des choses pour pouvoir justement choisir la bonne direction. Et ça, d'ailleurs, on y reviendra aussi par rapport aux différents artisans avec qui vous travaillez. On comprend à vous regarder avec eux qu'il y a vraiment une écoute, une observation de l'autre, et que peut-être essayer de comprendre un tout petit peu le métier de l'autre permet de mieux travailler ensemble. Oui, en tant que designer, on doit déjà avoir, modifier la matière soi-même, en fait. Donc on est déjà passé par là, on doit rentrer en intimité avec la matière, parce qu'en fait, en général, elle dit pas forcément ce qu'elle... Enfin, voilà, c'est rentrer en intimité vraiment pour faire qu'elle puisse s'exprimer, en fait, dans le mieux de sa forme, en fait. Donc c'est vrai que... Alors ça, on peut le faire manuellement, mais on peut aussi le faire de façon... avec la pensée. Moi, je pense qu'on peut aussi le faire avec la pensée. Et à l'inverse, je dirais, de l'immatériel de la pensée, vous avez un rapport évidemment aux matériaux, hein, c'est inévitable en design, et avec un intérêt assez jeune déjà pour le métal, je crois. Mais en même temps, ce n'est pas le matériau qui me guide, en fait. Hein. Donc, je vais considérer que si on se dit, par exemple, je vais faire ce projet, puis je vais le faire directement, je ne sais pas, en carbone, ou voilà, je me dis, ça, c'est pas bon, c'est un exercice, en fait. Hein, ça reste un exercice d'école, mais c'est pas on ne donne pas des exercices pour vivre au quotidien. Donc, en fait, la matière, elle va être choisie parce qu'elle permet à cette intuition de se réaliser au mieux. Hein. Et donc, quand on a un concept fort,
d'un seul coup, la matière, la forme suivent. Ils vont être en cohérence par rapport à cette première intention. Et je dois dire, bien sûr, il y a un travail en amont de veille, mais en même temps, ce n'est pas un travail très, très fastidieux parce qu'en fait, on va utiliser les matières pour ce qu'elles savent donner, pour ce qu'elles savent faire et pas en les choisissant pour des mauvaises raisons, tout simplement. Et puis, il y a une chose aussi que j'ai notée en préparant, c'est que vous avez une certaine acceptation ou attirance pour le doute. C'est-à-dire que dans la gestion d'un projet, tout n'est pas rédigé en amont, quoi. Oui, non, il faut apprendre quand on est créatif à gérer ces moments de doute. Et en fait, si on ne doute pas, ça veut dire qu'on n'invente rien non plus. Hein. Ça veut dire qu'on ne se met pas non plus un petit peu en challenge. C'est-à-dire on ne se met pas en... Voilà, il faut toujours un peu être à la limite, mais en tout cas, il faut douter et pour remettre en cause les choses. Moi, je suis presque en doute perpétuel, on va dire. J'aime bien avoir cette position parce qu'en fait, ça me permet de rebondir aussi, de m'assurer à qu'est-ce que je vais faire maintenant, comment je vais. Alors, je n'oriente pas les choses, mais comment je me saisis des choses. Et aujourd'hui, avec les enjeux écologiques, il y a une espèce de refondation complète de nos pratiques. Et donc, j'ai déjà cette capacité, en fait, on va dire, à douter et à me reconfigurer, puisque je l'ai fait un peu de façon, on va dire, plus fine, en fait, ou plus superficielle en amont. Et puis, on l'a compris hein, déjà dans ce que vous disiez un petit peu en filigrane, mais il y a ce refus aussi d'enfermer les objets ou les lieux, parce que vous travaillez aussi bien l'un que l'autre, dans des fonctions. C'est-à-dire, non pas forcément en pensant le multifonction, mais en se disant que peut-être on pourra en faire autre chose, et même en acceptant d'ailleurs qu'on ne sait pas bien ce qu'on en fera. Oui, alors il y a quand même une direction générale, on va dire, et chacun peut s'approprier l'objet. C'est un peu ça plutôt l'idée. Donc en fait, j'appelle ça la fonction élargie. C'est un peu ce que j'avais mis en évidence pour mon diplôme, donc ce qui m'a porté en fait, au début de mon exercice de designer. Et j'aime bien cette notion, en effet, de dire qu'un objet, il peut être plus généreux. Donc, il peut donner une fonction, mais en fait, souvent, la vie, elle est beaucoup plus fluide que ça, elle est beaucoup plus compliquée. Donc, en fait, par exemple, si on dort là et si on mange là, mais qui s'occupe, en fait, de ce qu'il y a entre les deux. Hein. Et donc, il n'y a pas grand monde, en fait, qui s'en occupe. Donc, penser à ces moments, à ces interstices, en fait, de la vie, c'est aussi pour moi quelque chose de très intéressant. Quand vous parliez de l'entre-deux, par exemple, du lieu où on mange, du lieu où on dort, je pense aussi à votre lieu de création, qui est aussi un lieu où il y a à la fois l'habitation et le studio, la création. D'ailleurs, dans, je crois, un lieu aussi où il y a plusieurs... Oui, il y a une douzaine de familles ensemble. C'est un côté... C'est une ancienne usine. Oui, un côté un petit peu... Ça nous renvoie d'ailleurs un petit peu au familistère. Et dans ce lieu où, en effet, on comprend que sans qu'il y ait il n'y a pas véritablement de séparation et que ça, on peut imaginer au fil de la journée, il y a des temps comme ça qui soient plus intimes, plus collaboratifs, plus... Oui, notre métier, c'est quand même d'en découdre avec la vie. Donc, c'est normal que, quelque part, nos endroits de création soient vivants. Moi, je ne suis pas dans une posture, donc en fait, je n'ai pas une énorme agence. Au contraire, j'ai choisi d'avoir une toute petite agence, on est 3, et je n'ai pas besoin de faire semblant d'être dans une idée d'agence de design très structurée. C'est pas ça. Au contraire, moi, je montre que mon agence, elle est en prise directe avec la vie. Et en fait, ça fait une espèce de sélection naturelle. Les gens qui arrivent chez nous et qui ne comprennent pas ça, quelque part, je n'ai pas envie de collaborer avec eux parce que ça veut dire que ça ne sera pas un beau projet, parce qu'on n'est pas sur les mêmes valeurs et donc ça ne sert à rien qu'on fasse un projet ensemble. Donc donc j'ai fait ce choix aussi parce que j'ai des enfants, ils sont grands maintenant, mais
c'était important pour moi de pouvoir les accueillir pour le goûter quand ils rentrent de l'école. On arrête toujours, on fait une petite pause, voilà, parce que c'est intéressant aussi de Vous faites encore le goûter, on fait le goûter, même si les enfants ne sont plus au goûter, mais voilà, et donc voilà, ça permet de garder le rituel. Voilà, et aussi, on peut choisir la façon dont on travaille. Donc moi, c'est ce que je dis aussi aux créateurs, aux jeunes, quand je fais des conférences, c'est aussi on a la capacité d'inventer la façon dont on travaille. Donc pourquoi se l'interdire? À partir du moment où on est indépendant, en fait, on choisit d'être indépendant, de ne pas travailler pour une entreprise ou pour une structure, on peut s'organiser comme on veut. Et donc, on peut aussi faire en sorte que la vie privée et la vie professionnelle soient en fait imbriquées et puis que ça puisse fonctionner comme ça.